Maintenant, passons à la deuxième partie de ce cours, à savoir le commerce international en présence d'un seul facteur et le rôle justement des échanges internationaux sur la répartition en fait, des revenus. Donc, commençons d'abord par les hypothèses pour qu'on puisse développer cette partie-là. Donc, dans ce modèle qui porte justement sur le commerce en présence d'un seul facteur, donc on suppose qu'il y a deux pays, donc on va maintenant s'ouvrir au commerce par rapport à la partie 1 où on a considéré qu'un seul pays. Donc on va supposer deux pays, le pays X et le pays Y. Donc les deux pays, c'est-à-dire les deux économies, utilisent un seul facteur de production, c'est-à-dire le facteur L pour l'économie X et le facteur L' pour l'économie Y. On va supposer que les deux économies produisent les deux produits, à savoir le produit A et le produit B. Donc on suppose également dans cette ouverture de commerce que la productivité du travail est supposée égale aux besoins unitaires du travail, c'est-à-dire le nombre d'unités de travail requises pour produire une unité de produit A. Donc cette normalement unité de travail elle est mesurée par ALA pour produire le bien ou le produit A et ALB pour produire le produit B. On s'attend en quelque sorte à ce que le rapport du besoin unitaire du travail du produit B par rapport au besoin unitaire du produit A est plus bas dans le pays X, c'est-à-dire que ALB sur ALA est inférieur à ALB' sur ALA'. Et bien sûr, ALB par rapport à ALA mesure le rapport relatif des productions du produit B par rapport au produit A dans le pays X et ALB' par rapport à ALA' mesure le rapport de productivité du produit A par rapport au produit B dans le pays Y. Donc, en présence de ces hypothèses, donc on constate que la productivité relative de X est plus élevée en B qu'en A. Et dans ce cas, on s'attend à ce que le nombre d'unités utilisées pour la production du B est inférieur par rapport au nombre d'unités utilisées pour la production du bien A. Donc on voit en quelque sorte avec ces flèches qui nous montrent en quelque sorte le rapport de productivité en fait dans la production de chaque bien. On s'attend en quelque sorte que le pays X va avoir un avantage comparatif dans la production du produit B. Ces possibilités de production dans ces deux pays peuvent normalement être décrites ainsi. Donc pour le pays X, on doit donc déterminer cette fonction de production par ALA multiplié par QA plus ALB multiplié par QB qui est inférieur ou égal à L. Bien sûr, comme nous l'avons déjà supposé, que L est un facteur de production qui est limité. Donc c'est pour ça en fait on a cette relation inférieure ou égale à L. Donc comme normalement le pays X a un avantage comparatif dans la production du produit B, parce qu'on l'a supposé par hypothèse, donc la production du pays X va être constituée de cette façon qui est décrite ainsi, c'est-à-dire Q de B est inférieur ou égal à L sur ALB moins ALA multiplié par QA sur ALB. Ça, c'est pour le pays X. Pour le pays Y, on s'attend que sa fonction de production va être déterminée également par le nombre, c'est-à-dire par la technologie utilisée, à savoir le nombre d'heures utilisées pour la production du bien A, c'est-à-dire ALA' multiplié par QA' plus ALB' multiplié par QB' qui est inférieur ou égal à LP'. Et donc, comme on voit par hypothèse que le pays Y a un avantage comparatif dans la production du produit A, on s'attend que la production va être déterminée par QA' et qui est inférieur ou égal à L sur ALA' moins ALB' multiplié par QB' sur ALA'. Les possibilités de production
en fait, en présence de ces avantages comparatifs, et donc pour le pays X, c'est-à-dire que lorsque ALA est égal à 0, c'est-à-dire lorsqu'on consacre la totalité du facteur de production dans la production de B, c'est-à-dire L sur ALB, dans ce cas, les possibilités de production dans le pays X peuvent être décrites normalement comme suit, c'est-à-dire Q de B qui est inférieur ou égal à L sur ALB. Pour le pays Y, idem, donc comme il a un avantage comparatif dans la production de A, donc l'économie va utiliser tout le facteur de production dans la production du produit A. Autrement dit, donc le nombre d'heures consacrées à la production du produit B va être égal à 0, c'est-à-dire ALB est égal à 0, et par conséquent, on s'attend à ce que la production maximale va être consacrée à la production du produit A. C'est-à-dire Q de A' est inférieur ou égal à L' sur ALA'. On voit que dans le graphique qui va présenter les possibilités de production des deux pays à la fois X et Y, on s'attend en fait que ces fonctions ou ces fonctions vont être représentées de telle sorte que la frontière de possibilité de production pour le pays X représente une droite décroissante, idem pour le pays Y qui représente une droite qui est également décroissante et qui est limitée à la fois pour le pays X, comme on le voit, par la quantité maximale du produit A et qui est mesurée par L sur ALA, et la quantité maximale du produit B et qui est mesurée par L sur ALB. Donc ça, c'est pour le pays normalement X. Pour le pays Y, idem, on s'attend à ce que cette frontière de production en fait, va être limitée par L' à LA' et L' à LB'. Ces possibilités de production peuvent être déterminées par le prix relatif du produit A et du produit B. Donc, si le prix relatif du produit A et du produit B est déterminé par le rapport du besoin unitaire, comme elle a été normalement mentionnée dans le modèle de Ricardo, c'est-à-dire si le P de B sur P de A est égal à LB sur ALA, on peut s'attendre que lorsqu'il y a commerce entre les pays, on va s'attendre à ce que ces prix relatifs ont tendance à bouger, autrement dit à varier. Donc, et dans ce cadre-là, s'il varie, justement bien sûr, pour une raison simple, c'est que lorsque la sommation de deux économies entraîne une augmentation de l'offre, mais également une augmentation de la demande, il peut, dans le cadre de la spécialisation, à ce que la demande devienne plus importante à l'offre et cette demande excédentaire génère une variation des prix. Dans ce cas, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les prix relatifs du produit A et du produit B qu'il est déterminé par le rapport des besoins unitaires, c'est-à-dire P de B sur P de A qui est égal à LB sur ALA, et que lorsqu'il y a commerce entre les pays, on s'attend à ce que P de B par rapport à P de A est supérieur à P' de B sur P' de A. Dans ce cadre-là, bien sûr, dans ce cadre-là, il est bénéfique d'exporter le produit B et d'importer le produit A jusqu'à ce que, normalement, les besoins unitaires en termes du produit B par rapport au produit A dans le pays X et en termes du besoin unitaire du ALB', c'est-à-dire le produit B par rapport au produit B dans le pays Y, soient identiques. Donc, comme nous l'avons expliqué à travers les hypothèses du modèle, donc les possibilités de production dans une économie à deux pays, en présence de deux pays, donc si le prix de B par rapport au prix de A est supérieur P' B, P' A en quelque sorte, dans le pays X, dans le pays X par rapport au pays Y, on s'attend à ce qu'il y ait en fait un gain à l'échange et à ce que le pays normalement commerce, le pays X commerce le produit B et importe le produit A. Idem pour le pays Y, elle est bénéfique dans ce cadre-là à commercer le produit A
et importer le produit B jusqu'à bien sûr à ce que ALB sur ALA est égal à ALB' sur ALA'. Donc, pour illustrer cela dans le cadre d'un graphique, on sait que le prix est bien sûr, comme on l'avait expliqué, est fonction de l'offre et de la demande relative. Donc, en présence des économies ouvertes, si ces besoins unitaires, c'est-à-dire ALB sur ALA, est inférieur ou égal à ALB' sur ALA', on peut représenter graphiquement cette relation des échanges entre les deux états. Donc, comme vous le voyez justement sur le graphique, sur l'axe vertical, on représente les prix relatifs, c'est-à-dire le prix PB par rapport à PA, d'un côté le pays X et de l'autre le pays Y. Donc, sur l'axe horizontal, on trace les quantités de production, à savoir, en fait, la somme de la quantité de B dans le produit dans le pays X plus la quantité de produit B dans le pays Y sur la quantité de A dans le pays X plus la quantité de A dans le pays Y. Donc, vous constatez que si les prix P de B sur P de A est égal à B sur ALA, c'est-à-dire si le prix relatif est égal au coût d'opportunité, donc on s'attend à ce que la courbe d'offre va constituer une droite horizontale, comme vous le voyez sur le graphique. Idem pour le pays Y. Donc, si les prix relatifs sont identiques au coût d'opportunité, on s'attend à ce que le pays Y va être neutre à produire le bien X ou le bien Y. Il va être presque indifférent dans la production des deux biens. Et donc, vous constatez dans ce cadre-là que l'échange n'a aucun intérêt d'exister. Maintenant, imaginons que le prix de B par rapport au prix de A est supérieur à ALB sur ALA. Dans ce cas, on s'attend à ce que l'économie trouve un avantage à échanger les produits, et dans ce cadre, on s'attend à cette courbe d'offre qui était horizontale lorsque les prix relatifs étaient identiques au coût d'opportunité, à ce que cette courbe a tendance à avoir une allure en fait verticale, comme elle est représentée par cette droite rouge. Et donc, vous constatez dans ce cadre-là que lorsque les prix varient, c'est-à-dire lorsque les prix augmentent d'un bien par rapport à un autre, on s'attend à ce que les économies vont se spécialiser dans la production où le prix a augmenté. Et donc, dans ce cadre-là, on s'attend à ce que les économies vont se spécialiser et cette spécialisation va se mesurer en fait par la quantité de production qui est représentée par L sur ALB sur L' sur ALA. Et donc, cette spécialisation va donner une offre, ce qu'on appelle relative, par rapport à une demande relative. Et donc, comme vous le constatez, que le prix qui va résulter justement de cette augmentation des prix, en fait, une intersection entre la courbe de l'offre et de la courbe de la demande qui va normalement faire émerger ce qu'on appelle le prix mondial. Et donc, on s'attend que lorsqu'il y a commerce, le prix qui va s'imposer ou qui va émerger, en fait, va se situer quelque part entre le prix initial avant l'échange, d'accord, de pays X et de pays Y. Et par conséquent, chaque pays donc, va se spécialiser dans le produit qu'il a un avantage comparatif et dont le prix a augmenté. Et donc, vous constatez que cette variation des prix qui a entraîné une spécialisation du commerce et qui a entraîné des échanges entre les États va entraîner des gains, ce qu'on appelle
dans le jargon économique des gains indirects et des gains directs. Donc, les gains directs, c'est-à-dire normalement, c'est qu'en présence du commerce, on va déterminer que le prix va se situer quelque part entre ALB sur ALA et ALB' sur ALA. C'est-à-dire que le prix va se situer entre normalement les besoins unitaires du travail, c'est-à-dire les productivités du travail, à la fois dans le pays X et dans le pays Y. Toutefois, comme on a supposé en fait dans le modèle que ALB sur ALA est inférieur à PB sur PA, cela donne que pour le pays X, justement 1 sur ALA va être inférieur à 1 sur ALB multiplié par PB sur PA. Pour le pays Y, on s'attend en quelque sorte que 1 sur ALB' est inférieur à 1 sur ALA' multiplié par PB fois P1. Autrement dit, donc, on s'attend que dans le cadre des gains indirects, à ce que normalement ALA' sur ALB' multiplié par PA sur PB va être inférieur à LA sur ALB multiplié par PB sur PA. Donc cela montre que le pays X peut maximiser sa consommation du produit A en passant par le commerce du produit B, d'accord? Et que le pays Y va maximiser sa consommation en termes du produit B, d'accord, en passant par le commerce du produit A. Et donc, vous constatez, comme on l'avait montré tout à l'heure, que dans les frontières de possibilités de production dans le cadre des économies monotaraties, on a vu que cette frontière de production est limitée par L à LA et L à LB pour le pays X. Et donc, en absence du commerce, comme vous le voyez justement sur le graphique, les deux pays consomment ce qu'ils produisent. C'est-à-dire, on consomme ce qu'ils produisent. Et donc, et par conséquent, les possibilités de consommation, donc, comme on l'a dit, vont être limitées par, normalement, le nombre d'heures utilisées dans la production de ces deux biens. Mais en présence, justement, du commerce, donc, le pays va consommer plus qu'il ne produit. Et par conséquent, les possibilités de consommation vont être supérieures aux possibilités de production. Comme on le voit justement sur les graphiques, pour le pays X, comme on a dit qu'il a un avantage comparatif dans la production du bien B, on s'attend que ces possibilités de consommation en termes de production du bien A augmentent en quelque sorte. Et vous voyez en quelque sorte par rapport à la contrainte ou à la possibilité de production initiale que cette frontière de possibilités s'est étendue en termes de la production du bien A. Idem pour le pays Y. Donc, comme normalement il a un avantage comparatif dans la production du bien A, donc les possibilités d'échange avec les autres pays va lui permettre en fait de consommer plus qu'il ne produisait initialement en termes du produit B. On va recourir à un cas pratique pour illustrer ce qu'on vient en fait de développer dans le modèle. Donc, soit les productions d'une unité de produit A et du produit B présentées dans le tableau suivant. Donc, dans le pays X, on va utiliser ALA, c'est-à-dire est égal à 2 unités pour produire l'unité de produit A, et une unité de ALB, c'est-à-dire pour produire le produit B. Et pour le pays Y, donc on va utiliser 3 unités pour produire le produit A, c'est-à-dire qui est composé de ALA', et 6 unités pour produire le produit B. Donc le coût d'opportunité du produit B en termes de A est de 0,5. Cela signifie en fait qu'avec une unité de B, d'accord, du produit B, il est possible d'obtenir 0,5 unités du produit A. Par conséquent, on va s'attendre qu'à l'équilibre mondial,
le prix qui va en fait émerger, c'est-à-dire le prix relatif, doit se situer entre 0,5 et 2. Si, dans ce cas pratique, on suppose que les prix relatifs, c'est-à-dire P de B par rapport à P de A est égal à 1, alors on s'attend à ce qu'une unité du produit B, d'accord, va nous donner une unité du produit A. Et dans ce cadre, c'est-à-dire lorsque on est en présence dans une économie fermée, c'est-à-dire dans le pays X, lorsqu'on utilise ALA est égal ALB est égal à une unité, on obtient la moitié d'une unité de A. En revanche, dans une économie ouverte, c'est-à-dire lorsqu'on vend une unité du produit B qui nécessite ALB qui est égal à 1, on obtient une unité de A auprès du pays Y, puisque on a supposé que le prix de B par rapport au prix de A est égal à 1. Et pour le pays X, comme ALB est égal à 1 et qui est égal à une unité de produit B, alors le taux salarial est égal à 1, c'est-à-dire est égal à une unité du produit B. Et par conséquent, on s'attend dans ce cadre-là à ce que pour le pays Y, que comme il en fait utilise ALA' est égal à 3, c'est-à-dire il va consacrer un nombre d'unités d'heures pour produire le produit A qui lui donne une unité de A dans le pays Y, alors le taux de salaire est égal à un tiers de ce qui est dans le pays X. Et par conséquent, donc le rapport des taux de salaire va se trouver entre le rapport des productivités des deux pays pour les deux produits, c'est-à-dire un sixième et un tiers. Donc, vous constatez que les échanges vont être bénéfiques pour les deux pays et en même temps, les taux de salaire qui vont être un élément de compétitivité vont être limités par le taux de salaire maximal et le taux de salaire minimal, à savoir un sixième et un tiers.